Du coup, on va commencer. Bienvenue à toutes et tous sur ce deuxième webinaire organisé par Light and Shadows. Donc aujourd'hui, le webinaire portera sur le cloud rendering qu'on appelle la solution de rendu de demain. Donc comment on va pouvoir utiliser cette technologie dans divers cadres. Donc on va dérouler la présentation sur peut-être 25 minutes à peu près, je pense. On laissera du temps à la fin pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions pendant le déroulé du webinaire, n'hésitez pas à nous en faire part dans le chat de cette team meeting. Et puis on y répondra à la fin. En petite introduction, je suis donc Jordan Richter, je suis directeur commercial et marketing chez Light and Shadows et je suis accompagné d'Eric Pouliken. Bonjour à tous, merci d'avoir rejoint ce webinaire. Moi, Eric Pouliken, je suis responsable de l'innovation chez Light and Shadows. Donc, j'ai un rôle à la fois organisationnel et technique transverse sur l'ensemble de nos projets. Merci. Un petit point sur Light and Shadows pour les personnes qui seraient pas au courant de qui nous sommes. Ça fait un peu plus de 10 ans que l'on existe. On maîtrise tout ce qui est technologie 3D, donc réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, et tout ce qui est un peu plus classique aussi en termes de production d'images avec un rendu de très haute qualité. Notre objectif, c'est d'améliorer en fait les processus de vente de nos clients en fournissant des applications marketing en utilisant justement les technologies 3D, ou bien d'améliorer les processus industriels de nos clients avec des solutions soit sur mesure, soit sur étagère. Donc on se positionne dans un contexte de l'industrie 4.0 sur la partie industrie et outils, j'ai envie de dire, de communication de pointe sur la partie marketing. Donc l'agenda d'aujourd'hui, on va vous faire une petite introduction sur le sujet. On parlera de la technologie précalculée, de la technologie temps réel, et enfin on vous laissera, comme je le disais en introduction, un petit temps pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, pour introduire tout d'abord quelques petites définitions. Après. Du coup, la différence entre précalculé et temps réel. Et temps réel. Alors, on parle déjà de cette différence en amont de la présentation, parce que lorsqu'on parle de cloud, aujourd'hui, on a beaucoup la notion de temps réel en tête. Vous allez voir que ça peut être tout à fait appliqué à la notion de précalculé. Alors, ce qu'on appelle le précalculé, dans le contexte du rendu d'image, évidemment, qui est notre sujet, c'est typiquement une image ou une série d'images qui vont être calculées sur un ou plusieurs ordinateurs pendant un temps qu'on va dire relativement long, c'est-à-dire qui va de plusieurs minutes à plusieurs heures par image, même aujourd'hui encore. Contrairement, donc, le pendant de ça est le temps réel, où ici, l'ordinateur va devoir générer, le ou les ordinateurs vont devoir générer des contenus à la volée pour permettre une interactivité. Donc, le parallèle pour le temps réel est typiquement le jeu vidéo qui parle à tout le monde, ou pour pouvoir se déplacer dans un jeu vidéo, évidemment, on n'est pas dans le cas d'une vidéo précalculée. On est dans le cas où l'ordinateur va devoir rendre en moyenne au moins 25 fois par seconde une image de qualité. Donc pour tout ça, notamment pour le précalculé, mais aussi pour le temps réel, ça veut dire qu'on a besoin de matériel qui puisse supporter justement ces calculs-là. Donc on a une notion qui va être CPU versus GPU, ou les deux. Voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai que on le verra, les frontières deviennent un peu floues, même au niveau matériel. Il faut bien comprendre que on entend beaucoup parler de GPU. C'est important quand même de savoir ce que c'est par rapport à un CPU. Donc, dans les deux cas, CPU ou GPU, ce sont des unités de calcul
qui sont capables de produire un grand nombre de calculs à la seconde. Le CPU, historiquement, est apparu bien avant le GPU. La grande différence entre les deux, la grande distinction, est que le CPU est capable de faire des calculs relativement divers et variés, avec une notion assez linéaire. Alors c'est beaucoup moins vrai depuis quelques années, puisque sont apparus les différents cœurs, ce qu'on appelle les différents cœurs dans le CPU, qui permettent de paralléliser des calculs. Mais dans tous les cas, même aujourd'hui, la grande différence donc entre ce CPU, même s'il a quelques cœurs de calcul parallélisés par rapport à un GPU, est que le GPU, lui, a été typiquement créé pour être extrêmement dédié à des tâches, donc historiquement du rendu d'image, d'où le G pour le graphics. Aujourd'hui, des GPU sont utilisés également pour faire des calculs mathématiques du type physique ou énormément utilisés aussi pour l'intelligence artificielle. Et cette unité de calcul a une architecture en fait qui est énormément basée sur la parallélisation. Donc, pour bien comprendre le distinguo, on a mis ici une vidéo assez sympa de présentation de NVIDIA qui date de plus d'une dizaine d'années, mais qui reste tout à fait d'actualité, où vous allez voir, en fait, c'est une présentation qui fait comprendre tout de suite la différence entre le CPU et le GPU, au travers d'une mise en scène assez drôle. Donc, vous voyez, les deux présentateurs commencent par présenter ce petit robot. Personne ne sait trop ce qui va se passer. Voilà. Alors donc ce premier robot, en fait, il est là pour montrer qu'il va faire un dessin et que ce dessin, il va le faire de manière itérative. C'est-à-dire qu'il a envoyé point par point pour former ce petit smiley. Le présentateur a uniquement à un moment donné augmenté la vitesse, on va dire, de rendu du robot pour montrer que en gros, un CPU est limité à ce genre de choses. Et puis, cette énorme machine qui est derrière, donc, qui était pour introduire de manière originale la notion de GPU à l'époque. Donc, on voit un petit peu la grosse artillerie, et puis on voit cet ensemble de tuyaux qui sont tous reliés, là en l'occurrence, à quatre cœurs. Alors, je vais avancer un tout petit peu. Voilà, là ils sont sur le compte à rebours, je n'ai pas besoin d'avancer. Donc vous allez voir l'illustration, en fait. Il a le gros bouton rouge, il fait son compte à rebours et boum, ça instantanément, ça donc fait une peinture. Donc là, on voit le ralenti. Donc pour moi, ça illustre très 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 bien la notion de GPU avec tous ces tuyaux en parallèle. C'est une machine dédiée. Alors c'est-à-dire que bon là, évidemment, c'est poussé à l'extrême, mais cette machine n'est capable que, en l'occurrence là, de rendre ce tableau de Mona Lisa. Donc, elle a été dédiée à ce calcul très rapide et en parallèle. Donc, voilà pour le CPU versus GPU. Donc, on reviendra beaucoup sur la notion de GPU pendant cette présentation. Et enfin, une dernière définition qui nous intéresse beaucoup ici est le cloud rendering. Alors là, on voit deux mots, cloud et rendering. La définition très classique du cloud, qui est un mot utilisé aujourd'hui à tort et à travers. Donc, si on revient un peu à l'essentiel, le cloud est avant tout un accès à des services informatiques via Internet. Alors, derrière cette notion-là, se cache la notion d'abstraction en ce qui concerne le matériel. C'est pour ça qu'on a choisi le mot cloud, le mot nuage en français, qui est que, en gros, l'utilisateur va demander un service à ce nuage et on s'en fiche de ce qu'il y a derrière ce nuage. C'est-à-dire que c'est une virtualisation complète du matériel. On ne sait pas s'il y a un ordinateur, 10 ou 100. Peu importe, ce qu'on veut, c'est que le service réponde et réponde bien. Donc ça, c'est le cloud d'une manière générique. Et dans le contexte qui nous intéresse, donc le cloud rendering, on parle donc de parcs de serveurs en l'occurrence, puisque ces machines auxquelles on accède via Internet sont des serveurs et qui sont équipés
en termes de matériel pour être capable de faire du rendu. Alors, en fonction du contexte précalculé ou temps réel, cet équipement peut varier. Aujourd'hui, même dans le contexte précalculé, donc je répète, c'est l'ordinateur qui va calculer pendant un long moment une image. Les derniers moteurs de rendu précalculés sont eux-mêmes capables d'utiliser du GPU. Donc c'est là où les frontières deviennent assez floues. Mais même si le serveur utilise un GPU pour faire du précalculé, on reste sur un temps de calcul relativement long, on n'est pas dans du temps réel. Mais le cloud rendering, vous allez voir, s'applique tout à fait au temps réel également. Et du coup, pour poursuivre un petit peu cette introduction, on va vous présenter. Donc, on a décidé d'axer cette présentation en fait sur le produit configurateur. Pourquoi? Parce que vous le verrez, il y a plusieurs façons de faire un configurateur et pour atteindre diverses cibles, selon qu'on veut un configurateur sur le web ou disponible sur un écran, etc., directement chez le concessionnaire, par exemple. On est sur un configurateur qui est centré produit, donc là on parle bien de produits en particulier. On a un axe sur tout ce qui est qualité de rendu et évidemment l'interactivité avec ce produit qu'on veut configurer, pouvoir le voir sous toutes ses coutures, changer sa couleur, etc., etc. Et justement, la metadata qui permet justement d'avoir accès à tous les types de configurations, les règles commerciales qui sont autour d'un produit, qui sont quand même des quantités parfois astronomiques de data et qui doivent être gérées du coup très rapidement dans le cadre de configurateurs. Voilà, on peut également, dans ce concept de metadata, on peut également augmenter le produit avec des médias plus traditionnels, mais qui restent toujours aussi efficaces, des images, des vidéos ou des accès à des pages web. Du coup, on va commencer par la technologie précalculée. On va présenter au travers de l'exemple de ce qu'on appelle les turntables interactives, connues parfois aussi sous le nom de tournettes. Ou 360. 360. Donc on commence avec les turntables. Ouais, alors juste avant de parler des turntables, cette partie précalculée, en fait, elle peut paraître à certains d'entre vous assez étrange dans ce contexte du cloud rendering. On souhaitait en parler parce que justement, il faut pas uniquement penser temps réel quand on pense cloud rendering. Aujourd'hui, lorsque des infographistes font des rendus donc précalculés qui vont prendre beaucoup de temps et qui nécessitent beaucoup de performance matérielle, aujourd'hui donc les infographistes font énormément appel à cette notion de cloud, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de travailler des scènes sur leur ordinateur local et d'envoyer ces scènes pour calcul sur le cloud et de récupérer le résultat du calcul. Donc on est bien dans cette typologie de j'ai un service, je demande un service de rendu, je pousse ma scène, je vais réserver un certain nombre potentiellement de serveurs, donc ça dépend des business models des entreprises qui proposent ces services, et je vais en contrepartie donc recevoir le résultat du calcul. On a souhaité parler des turntables interactifs puisque dans le contexte des configurateurs, donc comme Jordan l'a dit, configurateur égale par définition interactivité. Cette technologie qui commence à dater, mais qui est aujourd'hui toujours aussi efficace, on trouve de notre côté dans tout un tas de contextes, notamment par ce qu'on peut voir dans le schéma qui est en bas de la page. La typologie, en fait, on est sur une solution qui est parfaitement en adéquation avec les architectures web. Historiquement, les turntables étaient utilisés avant Internet, c'est-à-dire que à l'époque, on avait un ordinateur qui calculait une série d'images pendant très longtemps. On était ensuite capable de visualiser cette série d'images en basant l'image qu'on voit sur, par exemple, le mouvement de la souris d'un utilisateur. Donc ça, c'était vraiment la première utilisation. Aujourd'hui, donc les calculs vont être déportés sur le cloud pour augmenter énormément
la vitesse de rendu et donc par définition pouvoir être compatible avec des produits comme les configurateurs, hein, puisque typiquement, je suis pas sur un produit comme une automobile, on peut avoir des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de configurations possibles quand on fait toute la combinatoire des options. Donc vous imaginez la quantité de calcul et la capacité de calcul qu'il faut pour gérer toutes ces images. Et donc là, cette technologie de turntable, en fait, on est en fait sur une typologie où on va avoir un grand nombre d'utilisateurs, comme on le voit sur les schémas, qui vont pouvoir accéder à ce service sur un même serveur. Donc en termes de scalabilité, on voit que c'est quelque chose d'assez rentable tout de suite, hein, puisqu'on est un petit peu comme dans le cas d'une page web traditionnelle, où un ensemble d'utilisateurs vont pouvoir solliciter un même serveur. On verra que c'est moins vrai dans d'autres cas de technologie. Donc, pour être très clair sur cette technologie de 360 tournette turntable, on trouve les trois termes. L'idée est donc d'associer interactivité et qualité de rendu, et ce sur n'importe quel device d'utilisateur. Donc là, pour le coup, cette technologie, elle peut être utilisée vraiment à partir du moment où un device est capable d'accéder à Internet et d'afficher une image, il sera capable d'utiliser ce principe de turntable, tout en donnant l'accès à l'utilisateur à une qualité de rendu qui peut être vraiment photoréaliste. Et on a quelque chose qui est scalable. Oui, complètement. Donc tout en gardant cette qualité de très très haute, on est parfaitement scalable. L'idée donc, pourquoi ça s'appelle turntable? Justement, l'idée est de pouvoir tourner librement autour d'un objet. Donc il faut imaginer le principe de base qui est de faire tourner donc une caméra virtuelle autour d'un objet virtuel et de faire donc un calcul d'une série d'images pour pouvoir ensuite être capable de visualiser ce produit selon différents points de vue. Alors évidemment, plus on a d'images, plus la sensation de mouvement quand on va utiliser l'écran tactile d'un smartphone ou d'une tablette ou sa souris ou même des devices plus sophistiqués comme de la détection de mouvements à distance via des Kinect ou autres. Plus on aura d'images, plus on aura une sensation de fluidité dans le mouvement. Par contre, la contrepartie de cela, évidemment, c'est que plus on veut d'images, plus on va avoir un temps non seulement de calcul énorme en amont pour générer ces images, mais également forcément un temps de chargement plus important pour être capable de rapatrier ces images sur le device cible. Parce que l'idée, il faut bien comprendre, c'est que comme on veut parcourir de manière très rapide ces images en fonction d'un mouvement, il n'est pas question d'aller télécharger les images une par une en fonction du point de vue qu'on sollicite. L'idée est de faire un préchargement de ces images et ensuite de les visualiser en temps réel. Donc c'est un petit peu le pendant précalculé et temps réel. On a précalculé les images et on les exploite en temps réel. Pour pallier à ces temps de chargement qui peuvent être assez longs sur une série d'images qui peut monter énormément. Alors je reviens un petit peu sur cette notion de série d'images. Je vous ai parlé d'une caméra à 360 degrés qui tourne. On peut imaginer beaucoup plus que ça, puisque là, on parle simplement de tourner sur un même axe. On peut imaginer pouvoir faire monter le point de vue et continuer à tourner autour du produit. Donc on peut monter à plusieurs milliers d'images potentiellement. On va donc mettre en place des stratégies de chargement progressif. Donc on peut le voir au travers de l'exemple qui suit. Si Jordan, si tu peux passer, voilà. Donc là, on va illustrer. En fait, on vous présente un lien qui est proposé par le moteur de rendu Quichotte, où on va donc, en fait, là, on a téléchargé un ensemble d'images précalculées. Donc, vous voyez la qualité de rendu. Et donc là, Jordan est en train de manipuler avec son trackpad la position de la souris sur l'écran. Et donc, on va solliciter les différents points de vue en fonction de la position de la souris.
Et vous le voyez, ce qui est très intéressant aussi dans cette technologie, c'est qu'on peut imaginer tout un tas d'animations en fonction du changement de point de vue. Ici, on a une ouverture avec un éclaté de produit. On peut imaginer voir à l'intérieur du produit. Et on peut rendre les choses beaucoup plus sophistiquées en ayant précalculé l'extérieur d'un produit et l'intérieur d'un produit, par exemple. Et en fonction d'un point de vue, à tout moment, l'utilisateur pourrait imaginer vouloir rendre l'extérieur plus ou moins transparent pour accéder au rendu de l'intérieur du produit. Et on peut aller plus loin et configurer une couleur, par exemple, et si on est violet, on pourrait dire, ah ben tiens, on veut une couleur verte, une couleur bleue sur l'aspirateur, Exactement. pour avoir la notion de configuration réelle. Voilà, en étant après plus malin dans la manière de calculer les images, on va pouvoir accéder à tout un tas de configurations tout en gardant cette qualité de rendu. Du coup, on parle aussi maintenant du coup de convergence, parce que on fait des configurateurs en utilisant des images précalculées, donc sur ce forme de tournette, mais en termes de qualité d'image, le temps réel rattrape un petit peu le précalculé. Alors oui, c'est vrai que aujourd'hui, dans un contexte assez général, et on peut dire que les dernières générations de moteurs qui font du temps réel, donc surtout depuis l'avènement de ce qu'on appelle le RTX, c'est-à-dire le ray tracing temps réel. Les dernières cartes graphiques sont capables de calculer du ray tracing temps réel. Alors très rapidement, le ray tracing, c'est, si vous voulez, c'est un calcul temps réel du parcours de la lumière dans la scène 3D pour s'approcher le plus possible d'un photoréalisme. Donc cet avènement du ray tracing dans le temps réel a fait vraiment un grand saut en avant en très peu de temps dans la qualité. Et donc, vous le voyez à l'écran, à gauche, on a donc un véhicule rendu en précalculé avec beaucoup de qualité. Par nous. Voilà, par nous. Et puis, et à droite, nous avons donc un exemple là, qui est proposé en l'occurrence par Epic Games donc, et Nvidia. Epic Games étant l'éditeur de l'Unreal Engine, donc vous voyez un exemple de ray tracing temps réel. Donc il faut imaginer pouvoir manipuler cette voiture en fonction de l'ordinateur qu'on a. On va être capable d'avoir une réelle fluidité dans la manipulation avec un rendu qui est extrêmement qualitatif. Donc concrètement, la frontière devient de plus en plus floue, à tel point qu'on va même être amené à utiliser aujourd'hui des moteurs dits temps réel pour générer des contenus qui étaient avant uniquement dédiés au précalculé, donc c'est-à-dire des images fixes de très haute résolution ou des vidéos de très haute résolution. Du coup, ça nous amène avec une belle transition vers tout ce qui est technologie de temps réel. On va la voir autour de 3 cas particuliers qui sont importants chez nous, le full streaming, le cloud XR et le on-demand. Alors, le full streaming, c'est quoi? Alors le full streaming, on est à l'opposé, on va dire, en termes de typologie par rapport à la tournette, où on disait plein d'utilisateurs vont pouvoir adresser un même serveur. Le full streaming, concrètement, c'est un utilisateur qui est dans son navigateur Internet et qui demande un service de rendu de 3D haute qualité en temps réel sur son device. Ce device n'étant pas capable de supporter cette qualité de rendu, évidemment. Donc, comme on le voit sur le schéma en bas à gauche dans l'image, le navigateur Internet, donc l'utilisateur envoie une demande dans le cloud qui va mettre en route un grand nombre de matériel derrière pour répondre aux besoins. Donc, on va faire tourner des applications 3D temps réel sur des machines ayant des fortes capacités de rendu temps réel avec de la très haute qualité. Et donc ces serveurs, donc cette fois on le voit sur le schéma à droite. Donc les petits cubes qu'on voit ici, c'est le rendu 3D. Ces serveurs vont ensuite donc rendre une image, font un encodage de cette image dans un flux streamé, donc un flux streamé au même titre qu'un flux type YouTube, et va transférer ce flux streamé donc sur les tuyaux de l'internet. Et l'utilisateur, lui, va décoder ce flux streamé et afficher l'image. Donc le seul retour qu'il y a en fait entre l'utilisateur et le serveur, ce sont les événements
de manipulation. Donc, en fonction du point de vue qu'on va solliciter, on va envoyer ça et l'application qui tourne sur les serveurs va faire le calcul selon le bon point de vue. Donc, vous voyez sur le schéma en haut à droite, on est dans une typologie, donc je vous le disais, inverse de la tournette, où en gros, aujourd'hui, si on veut de la très haute qualité en Full HD, on va dire, sur du full streaming, sur les dernières discussions qu'on a avec NVIDIA et les dernières générations de GPU, on va être capable de monter au maximum, en gros, à 2 utilisateurs par GPU. On va avoir du mal à solliciter plus que ça les GPU, puisque ça demande énormément de ressources. Et donc, on va devoir, en termes de scalabilité, déployer énormément de GPU si on a besoin de beaucoup d'utilisateurs en parallèle. Donc là, vous avez une vidéo qui vous montre le lancement d'une session, donc d'un accès à ce service via notre partenaire Furious. Donc l'utilisateur est sur son navigateur Internet, demande à accéder au service. Là, on voit que le service Furious en fait est en train de déployer à la demande l'application sur des serveurs. Donc ici, il y a une petite attente nécessaire au déploiement. 15, pardon. Hop, donc on avance un petit peu pour aller plus vite. Et voilà, ici la session est ouverte. Et donc, il faut imaginer qu'ici on manipule sur un device qui potentiellement a des capacités de rendu qui sont très pauvres. Et on a une qualité de rendu qui est exceptionnelle avec un contenu qui reste interactif et très réactif, comme vous le voyez, en fonction des sollicitations d'options du véhicule. Ça répond très très bien. Alors, on le comprend bien ici, hein, entre les avantages et les inconvénients qui sont listés, on a une 3D temps réel de très haute qualité. On a une utilisation de cette très haute qualité sur n'importe quel device à partir du moment où il peut accéder à Internet. Par contre, la contrepartie, c'est que comme on veut une image de qualité et on veut de la réactivité dans les rendus, en fonction de l'image, du point de vue qu'on choisit, pardon, ou des options, on va nécessiter une bande passante très importante. Donc, typiquement, là, pour imaginer ce genre de solution, il vaut mieux penser 5G ou fibre. Ça devient compliqué à utiliser, ou alors on va être obligé de dégrader la résolution sur des réseaux avec des bandes passantes plus faibles. Le business model, comme on l'a vu, en fonction du nombre d'utilisateurs, on va devoir instancier des applications sur plus de serveurs. En général, donc, on est sur un business model à la consommation, donc avec un ordre de grandeur ici qui est intéressant à retenir sur le 5 centimes d'euros par minute par utilisateur. Donc ça peut monter très vite sur des utilisateurs qui restent à solliciter le service pendant un long moment. Et pour donc optimiser ces coûts, il va falloir déployer des stratégies qui vont notamment mettre les applications en veille lorsque l'utilisateur arrête de manipuler, d'autres stratégies qui permettent de minimiser les coûts d'exploitation des serveurs. Voilà, en ce qui concerne le full streaming, donc on est vraiment sur la technologie qui permet donc de manipuler avec de la très haute qualité. Le Cloud XM, dont on entend beaucoup parler ces temps-ci, donc qui est vraiment une technologie émergente, ça, pour le coup, c'est vraiment du très court terme. C'est apparu très récemment, pardon. Alors c'est le même principe que le full streaming, c'est-à-dire qu'on va rester sur une nécessité de bande passante très importante, où l'utilisateur va solliciter en temps réel des serveurs équipés de GPU pour faire du rendu de qualité. Mais alors cette fois, on va être encore plus demandeur au niveau de la bande passante utilisée, puisque cette fois, le point de vue sollicité n'est pas un point de vue avec une souris sur un écran, mais c'est un point de vue temps réel basé sur la position d'un utilisateur avec son casque virtuel ou un HoloLens, ou par exemple l'utilisation de devices, smartphone ou tablette. Donc il faut imaginer l'utilisateur avec sa tablette en train de visualiser un produit virtuel. Et donc en temps réel, il faut être capable de faire un calcul sur le device client de tracking, parce que le tracking, là pour le coup, si on parle de réalité augmentée, va se faire sur le device client, qui va remonter, comme on le voit ici, cette information
de position et d'orientation de la caméra virtuelle vers les serveurs GPU, qui vont faire les calculs à la volée de l'image et qui vont devoir les renvoyer avec des contraintes, comme on l'a mis ici, de fréquence et de latence qui sont extrêmement hauts, hein, puisque une expérience de réalité virtuelle ou réalité augmentée se passe relativement mal si on a des soucis sur la latence. Donc je décale mon point de vue et ça met du temps à réagir en fonction de ce point de vue. Ça casse la magie de l'expérience utilisateur. Voire provoque des désagréments. Ou provoque carrément effectivement des désagréments dans le cas de la réalité virtuelle où là on est complètement immergé. On peut rendre les gens facilement malades si on a des soucis de réseau. Voilà, donc vous comprenez bien, le Cloud XR est une extension du full streaming au travers de l'utilisation de devices qui sont portés. Et du coup, on finit avec le on-demand. Donc le on-demand est une technologie hybride que nous avons développée pour répondre justement, donner offrir une solution qui est un pendant à tout ce qu'on a vu jusque-là. L'idée, en fait, est de pouvoir laisser les utilisateurs accéder à une 3D de très haute qualité, mais dans des conditions où les bandes passantes ou les latences des réseaux ne sont pas satisfaisantes pour faire du full streaming. Donc, l'idée générale de cette architecture est lorsqu'on sollicite le service, et un web server classique qui va donc renvoyer un contenu WebGL, donc c'est un contenu 3D qui est très léger et très optimisé, donc il va être capable de tourner en temps réel sur des devices avec des capacités de rendu très pauvres. Et donc l'utilisateur va manipuler cette espèce de proxy, donc ce modèle 3D simplifié, et lorsque l'utilisateur relâche l'interaction, le navigateur Internet envoie une requête sur le cloud GPU, et là, il y a un calcul de très haute qualité qui est fait et qui est renvoyé à l'utilisateur. Donc, cette vidéo, voilà, va vous illustrer le propos. Alors, c'est un contenu qui a été fait chez nous qui date un petit peu, notamment au niveau du rendu du WebGL. Donc voilà, là, on est en train, quand on voit la partie et le véhicule noir, on voit le proxy simplifié WebGL. Et dès que l'utilisateur relâche, on a un rendu de très haute qualité. En l'occurrence, là, on générait des rendus 4K, donc qui est visualisable sur un ordinateur qui était absolument pas capable de générer de la 3D. Donc, on obtient évidemment la même qualité de rendu que le full streaming. Par contre, parmi les inconvénients, il y a effectivement, vous l'aurez compris, le fait que la 3D qu'on reçoit est uniquement sous forme d'image fixe. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire une animation. Donc là, on a un exemple vers la fin de la vidéo où on va faire une ouverture de portière. Donc quand on fait des animations, on va les faire sur le proxy, donc sur l'objet en 3D simplifié. Voilà, ici, il va y avoir une demande d'animation. Hop, on va ouvrir les portières en WebGL et quand l'animation est terminée, on fait une requête et on a un rendu de haute qualité du résultat après l'animation. C'est un petit peu le prix à payer pour avoir quelque chose quand même de qualité, mais d'interactif et de peut-être pas excessivement cher comme on l'a avec du full streaming ou du Cloud XR. Donc, le gros avantage de cette solution hybride on-demand est qu'on va retrouver quelque chose d'intermédiaire, c'est-à-dire qu'on va être capable d'adresser beaucoup plus d'utilisateurs sur un même serveur GPU, puisque en gros, le serveur GPU dort tant qu'on ne le sollicite pas pour un rendu d'image. Donc il ne fait rien, donc on a des baisses drastiques de la consommation énergétique, notamment sur les serveurs. Et on va être également compatible sur des GPU qui sont plus milieu de gamme par rapport à des GPU sollicités sur du full streaming. Bon, là, on va vraiment en général taper sur du haut de gamme qui doivent être extrêmement réactifs pour être capable de générer 10, 15, 20, 30 images par seconde en Full HD. Donc voilà un panel de solutions en fait entre, donc on a revu sur le précalculé la tournette interactive,
Sur le temps réel, on a vu donc le full streaming, interactivité totale mais qui nécessite beaucoup de bandes passantes. Le Cloud XR, qui est donc du full streaming utilisé au travers de devices portés en général, donc XR égale VR et AR, donc réalité augmentée. Et enfin, le on-demand, qui est la solution hybride qui va permettre d'accéder à une très haute qualité de rendu sur finalement des cas beaucoup plus répandus en fait, où la qualité du réseau n'est pas compatible avec du full streaming. Alors, tout ce qu'on a vu là, donc le cloud rendering, pour revenir au sujet, au titre de ce webinaire, le cloud rendering est rendu donc possible aujourd'hui par la conjonction de 3 technologies qui sont aujourd'hui matures. Donc la première étant ici à gauche les moteurs de rendu temps réel. La deuxième technologie importante, vous l'aurez compris, est la qualité des réseaux. Donc l'avènement des réseaux 5G et des Wi-Fi dernière génération va permettre d'ouvrir énormément les possibilités sur ces technos. Et également l'avènement des GPU dont la capacité ne cesse d'augmenter de manière exponentielle et dont les coûts évidemment baissent au fur et à mesure du temps à qualité égale. Et donc qu'on est aujourd'hui capable de déployer sur un grand nombre de serveurs dans des render farms dédiés. Donc l'ensemble, la conjonction de ces 3 technologies permet aujourd'hui des expériences interactives, photoréalistes, ça c'est très important, qualité de rendu, on sort de la qualité, des limites de qualité de rendu de la 3D à l'ancienne où les matériaux n'étaient pas réalistes, où tout ça fonctionnait assez mal. On est aujourd'hui donc photoréaliste, multiplateforme, très intéressant. C'est l'explosion. On peut donc s'adresser à n'importe quelle plateforme et également multi-utilisateur. Donc les usages typiques sont de la revue de projet photoréaliste, du marketing, de l'aide à la vente. Donc on est capable de présenter les produits avec de la très haute qualité, donc de ne jamais desservir l'image du produit au travers de ce qu'on présente. Le jeu vidéo, évidemment, et également l'ingénierie, puisque une qualité de rendu très précise permet des discussions très précises et des tests temps réel sur de l'ingénierie. Parfait. C'était donc du coup presque la fin. Oui, voilà, pour terminer sur cette dernière slide, donc des technologies assez différentes autour de ce concept de cloud rendering. Pour clarifier tout ça, pour finir, on les a séparés en fait en 4 usages. Donc à gauche, un nombre d'utilisateurs qu'on va dire théoriquement infini. Donc là, on partirait plus sur des technologies soit précalculées avec les turntables ou du on-demand, puisque là, on peut avoir un très grand nombre d'utilisateurs qui vont solliciter peu de serveurs GPU au final, et chacun va garder de l'interactivité. Et l'autre pendant, donc les 2 autres technos, le full streaming et son petit frère, le Cloud XR, eux sont plus dans un contexte de nombre d'utilisateurs limité. Voilà, on doit garder une très haute qualité, de l'immersion et une très faible latence. Donc là, clairement, en termes de déploiement et de business model, comme on l'a vu sur le full streaming, on va devoir limiter le nombre d'utilisateurs. Voilà. Eh bien, c'est fini, Voilà. cette fois pour de bon. Merci beaucoup Eric pour cette belle overview de tout ce qui est cloud rendering et donc de son utilisation dans le cadre de configurateurs notamment. On avait dit en début de session, on laisse un petit peu de temps pour les questions. J'ai déjà une question de Clément Fournier. Bonjour, combien d'images par seconde peuvent être streamées avec la solution Cloud XR? Alors, en fait, c'est une bonne question parce que c'est très dépendant. Vous l'avez vu, donc ces technologies-là cumulent en fait tout un tas d'unités entre donc l'unité qui va faire le calcul de position donc qu'on porte. On envoie une requête, un calcul d'image qui est fait, donc une unité qui fait un calcul d'image, et l'unité qui fait le transfert d'image, donc on va dire les tuyaux qui amènent l'image rendue vers le device final,
on a un cumul de latence et de temps de rendu et de temps de transfert qui fait que c'est très dépendant. C'est difficile en fait de répondre à ça. Nous, dans les tests qu'on fait, on arrive sur des solutions optimales. Donc, les tests qu'on a fait sur du Wi-Fi dernière génération, on arrive à faire de la réalité augmentée de haute qualité sur des devices de l'ordre de la Full HD. On est à une vingtaine d'images par seconde et ça peut monter en fonction du contenu qu'on doit évidemment rendre en temps réel. Puisque j'ai oublié de dire, mais quand on fait le rendu sur les serveurs GPU, évidemment, le temps de rendu, même en temps réel, est dépendant de la complexité de ce qu'on doit rendre. Donc plus le contenu est complexe en utilisant des matériaux très compliqués, des effets de lumière complexes, de la réflexion, de la réfraction, ce genre de choses, évidemment, on peut dégrader le temps de rendu et du coup, ça peut devenir compliqué de faire de la réalité augmentée. Donc, je dirais que la recette, c'est un compromis de tout ça en fait. C'est une architecture matérielle qui doit être très optimisée et des scènes qui doivent être également très optimisées en termes de contenu et de shader, notamment donc d'algorithmes pour le rendu des matériaux, pour pouvoir faire de la réalité augmentée de l'ordre de 20 ou 30 images par seconde, donc de rester fluide. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une autre question? C'est le moment ou jamais. Voilà, n'hésitez pas. L'intégration audio, est-ce que c'est possible avec la solution précalculée? Alors, c'est une bonne question. Alors, l'idée là, c'est que l'intégration audio, elle va être déportée effectivement sur le device de l'utilisateur. Alors, on va prendre un cas simple. Imaginons qu'on est en train de tourner autour d'un produit qui est une enceinte qui est en train de jouer de la musique, et puis on veut rendre le rendu sonore de l'enceinte en fonction de si je suis devant l'enceinte ou derrière. Donc, Binaural. voilà, par exemple, un rendu binaural ou ce genre de choses. Donc là, avec ma souris, je vais tourner autour de l'enceinte. Et ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est déporter les calculs d'effets en fait sonores ou de variation de transition d'une bande son à une autre, par exemple, vont être tous ces algos vont être déportés sur le device de l'utilisateur, qui va donc faire ce calcul en fonction de la position de la souris, hein, par exemple sur ce cas simple. Donc oui, c'est tout à fait compatible. Voilà, j'espère que ça répond clairement à la question. Merci. De rien. Alors, est-ce qu'on aurait un petit peu de temps pour une dernière question peut-être? Non? Bon, a priori, ça devrait être bon. C'est-à-dire qu'on a été clair. Exactement. Eh bien, merci beaucoup à tout le monde d'avoir rejoint ce webinaire. C'était un plaisir de partager ces informations avec vous. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez nous joindre du coup à l'adresse qui est sur l'écran actuellement. On serait ravis d'échanger avec vous. Si en plus ça vous a donné des idées de projets, n'hésitez pas à faire appel à nous. On va tenter de revenir très rapidement, sans doute au mois d'avril, avec un troisième webinaire qui portera cette fois sur la technologie HoloLens 2 et donc on parlera de réalité augmentée avec Tommy. N'hésitez pas à faire attention à nos réseaux sociaux pour vous inscrire à ce prochain webinaire. On lancera, je pense, les inscriptions au courant de ce mois-ci. Merci Eric. Merci à vous tous. Merci, puis à bientôt. De nous avoir suivis. À bientôt.